Donc nous restons évidemment dans le sujet de la Chine. Et donc maintenant, Pierre-Lise Dautry va nous parler des représentations, dépasser les représentations de la Chine actuelle. Alors, Pierre-Lise Dautry, je suis heureux d'accueillir parmi nous, donc conférencière invitée, a d'abord étudié le chinois avant de suivre un cursus en linguistique et en communication. Vous êtes maître de conférence en sciences du langage, et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que vous étiez docteur. Alors évidemment, quand on dit à Vigan docteur Dautry, ben voilà, on pense à son père, et j'ai le plaisir de l'accueillir, le docteur Dautry, que tout le monde connaît au Vigan, le plaisir de l'accueillir aujourd'hui parmi nous. Vous êtes donc maître de conférence en sciences du langage, et vous avez été enseignante et formatrice en français et langue étrangère en France et hors de France. Votre expérience d'études et de travail en Chine, en Taïwan, a commencé dans les années 80 et vous a permis d'intégrer le réseau culturel à l'étranger géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2001. Vous avez été successivement en charge de l'Alliance française à Shanghai, d'un campus international d'école de commerce à Suzhou, dans le sud. Enfin, vous avez été attaché de coopération universitaire et scientifique au consulat de Shenyang, dans l'ancienne Mandchourie, soit plus de 12 années de vie en Chine au service de la coopération franco-chinoise dans le champ éducatif. Donc merci infiniment de nous donner cette conférence maintenant. Nous vous écoutons avec intérêt. Merci Jean-François et merci à l'Académie des Hauts-Cantons pour la confiance que vous me témoignez aujourd'hui. Puis merci aussi à vous tous, aux Viganais et non-Viganais, à tous ceux qui sont venus de plus loin que le Vigan. Avant de commencer, je voudrais juste préciser ma position. Je ne suis pas experte en Chine, je ne vois pas très bien ce que ça voudrait dire. J'ai évidemment rencontré dans mon parcours des gens qui avaient un ancrage spécifique, qui étaient sociologues ou géographes, et qui analysaient qui avaient une analyse très précise sur un point en particulier, ce qui n'est pas mon cas. Ma seule légitimité, c'est la légitimité pédagogique ou éducative, qui est à mon sens un ancrage très fort. Et quand j'ai commencé à parler de ce projet avec Jean-François Zor, on a parlé de la connaissance qu'on peut avoir en Chine, et la connaissance de la Chine, je voudrais simplement rappeler que les jésuites, qui ont été évidemment les premiers chercheurs et les premiers sinologues, voire sinisans, c'est ceux qui parlent chinois, ont fait le premier dictionnaire franco-chinois, bien que Matteo Ricci soit italien, en 1626. Et depuis ce temps, on travaille sur la Chine. Mais pourquoi je le cite? Simplement pour dire que Matteo Ricci est resté 17 années à Canton. 17. Pour apprendre le chinois, pour apprendre des rites chinois, pour manger chinois, pour vivre chinois, pour comprendre ce que c'était que la Chine, avant d'aller à Pékin, rencontrer la cour et l'empereur et essayer de, évidemment, faire passer des idées chrétiennes, catholiques. Alors, je ne suis spécialiste de rien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste, même si je vais parler d'économie et de sociologie et de culture, en tout cas je vais tenter de le faire. Je n'ai pas fait d'affaires en Chine, j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres avec des étudiants, des enseignants, des responsables d'institutions, français et chinois, mais surtout chinois, des doyens, des universitaires, et ces rencontres m'ont permis de comprendre, au sens de prendre avec moi, ce que c'était que ce parcours, que cette aventure. C'est qui est pour moi la première question que je vais poser. Je vais évidemment, j'ai beaucoup plus de questions et de doutes que de réponses, surtout en 45 minutes. Traiter ce sujet, c'est évidemment impossible. Ma seule ambition, c'est de vous donner le désir d'en savoir plus, d'aller plus loin, rien d'autre. Alors, quand je dis qu'on a besoin de repères pour la Chine, c'est que immédiatement, on change totalement d'échelle. La Chine, c'est un continent. Je vais donner quelques chiffres, mais des chiffres qui peut-être vont vous frapper davantage. Par exemple, souvent,
je commence par une histoire personnelle. Très souvent, les gens me demandaient est-ce que tu aimes la nourriture chinoise? Ce qui n'a pas de sens. Parce que la Chine, c'est en gros, c'est comme si vous passiez du Maroc à la Norvège. Donc c'est comme si vous aimiez les couscous, les aransor, ou je ne sais pas très bien quoi. Donc c'est 4 fuseaux horaires. Quand vous passez en avion de Shanghai à l'est, à Urumqi, là-haut, hein, tout à fait dans l'endroit dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que ce sont les troubles qu'on connaît tous dans le Xinjiang, vous avez 5 heures d'avion, bon, 5000 km, etc., etc. En 1949, quand Mao a proclamé la création de la République populaire de Chine, la population chinoise, c'était 475 millions. Aujourd'hui, c'est 1,4 million, 1,3 million, 1,5 million, milliards. Pardon, on ne sait pas exactement parce que on ne peut pas. Jean-Paul Alexandre l'a dit très clairement. Il y a ce qui se passe dans les grandes villes, les métropoles, et il y a ce qui se passe au fin fond des provinces et des campagnes. On n'a pas toujours les informations. La grande famine, le grand bond en avant, la grande famine qui s'est nouée, que les Chinois ont subi au moment du grand bond en avant, en 1958 et 1961, a tué de faim entre 30 et 40 millions de gens. Entre 30 et 40 millions de Chinois. Bon, etc. Le dernier défilé Dior, octobre 2019, a été suivi en direct par 29 millions d'internautes. Donc, quand on dit que le luxe français en particulier a toute sa place en plein développement en Asie en général et en Chine en particulier, vous voyez que c'est pas un vrai. Bon, et on pourrait multiplier ces chiffres l'année prochaine, en 22, en 23, il y aura en Chine 440 millions de retraités, soit toute la population européenne. Ça aussi, c'est intéressant de remettre en perspective. Bon, je vais passer sur les différentes provinces et les régions. J'insiste simplement sur ce slogan que vous avez tous entendu pour le tout petit Hong Kong ici, Hong Kong et Macao, un pays, 2 systèmes, hein, le slogan qui a été mis en avant par les autorités chinoises, mais aussi remis en cause par la dernière loi sur la sécurité, tout récemment, puisque c'était juin 2020. À travers ce continent, et non pas ce pays, je voudrais signaler, avant de rentrer dans le plan, un point très important, c'est la langue, et la langue écrite. Évidemment, à travers la totalité du territoire, aucun Chinois tous les Chinois sont bilingues. Pratiquement tous les Chinois sont bilingues. Mais en même temps, tous les Chinois écrivent la même langue. Et je me souviens très bien quand je voyageais dans les années 80 dans les trains, d'abord j'avais mon accent français bien sûr, et puis les Chinois commençaient à voyager, c'était le début. Un Chinois, il faut bien comprendre qu'un Chinois de Shanghai à Urumqi, c'est un étranger, comme un Marocain en Norvège, hein, si je reprends l'analogie. Et donc tout le monde, absolument tout le monde, a un stylo et note les caractères. Quand les gens commencent à discuter, ils écrivent les caractères. Parce que ces caractères se prononcent de façon différente à travers les différents territoires. Mais la langue écrite, c'est le ciment de la Chine. En tout cas, c'est l'un des ciments de la Chine. Ça a créé très clairement l'unité de la Chine. Et enfin, évidemment, le Parti communiste, l'a nommé, dis-le s'il te plaît, parce que je ne veux pas le dire, pas me tromper devant vous, Putonghua. Hein? Dis-le pour que je ne me trompe pas dans les caractères. Putonghua. C'est quoi? Bon, je le prononce certainement mal. Parti communiste? Non, Putonghua. Ah, Putonghua. Voilà, pas comme c'est la langue mandarin. Qui veut dire littéralement langue commune, hein, la langue qui lie les gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un exemple unique. Moi, je suis linguiste, François l'a dit. C'est un exemple à peu près unique de langue qui n'a pas bougé depuis 5000 ans. 5000 ans, c'est beaucoup. Alors, bien sûr, il y a eu la simplification de 1964, faite par Mao, pour que un caractère qui se dessinait, qui se faisait en 15 caractères, en 15 traits, se fasse en 6 ou 7, mais basiquement, la structure de la langue n'a pratiquement pas changé.
Pour finir sur l'aspect linguistique, bon, ça c'est un exemple de restaurant. Pour finir sur l'aspect linguistique, je voudrais aussi signaler que au Japon, c'est très important, au Japon, le japonais a 40% de caractères chinois. En Corée, la génération de mes parents a été la dernière génération à être lettrée en chinois. Tous les lettrés coréens de l'âge de mon père ont fait leurs études en chinois. Au Vietnam, le Vietnam a été chinois pendant 1000 ans. Donc quand vous voyagez dans la campagne vietnamienne, vous trouvez des temples et tout est écrit en chinois. Singapour, bien sûr. Singapour a été créé à 90% par des Chinois du Sud, mais des Chinois. Donc, la sinosphère, dans certaines situations de communication écrite, permet d'avoir un langage commun. Pour clore ce préambule, j'ai parlé de géographie. Je voudrais aller un peu plus loin et avoir à la fois une question et puis des doutes dont je parlais tout à l'heure. La vraie question pour moi dans cette aventure, ça a été la question de l'altérité, ou l'altération si on veut. La question de la limite. La Chine, ça vous bouscule vraiment, ça vous décentre, ça vous déconcerte, ça vous fait vous remettre très profondément en question. Ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est le grand autre, beaucoup plus que l'Afrique, à mon sens. Souvenez-vous que depuis les Jésuites, depuis Louis XIV, c'était le premier contact officiel, en tout cas bien construit, diplomatiquement construit, c'est des chinoiseries, c'est du chinois. Le chinois, c'est vraiment l'obscurité maximale. C'est passer de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est vraiment un point très très fort. Et puis l'autre, une dernière partie de ce préambule, c'est des doutes. Je crois qu'il faut être très attentif à la déconstruction des idées reçues. Rien n'est simple. Et il est important, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, d'avoir une position de remise en cause et d'écoute, voire d'humilité, parce qu'en gros, on sait qu'on ne comprend pas beaucoup. En tout cas, quand on arrive, il faut beaucoup de temps. Je voudrais donner, comme on dit en Chine, trois exemples. Ça, c'est trois. Simplement trois exemples sur cette histoire du doute. J'étais pas là, j'étais en Chine, mais on me l'a raconté. En 2005-2006, il y a eu un reportage sur une grande chaîne d'écoute en France, Antenne 2 à l'époque, ou je ne sais pas très bien, sur la ville de Shenzhen, une ville du sud, à côté de Canton, sur des dortoirs, avec des jeunes femmes chinoises qui vivaient avec peu d'intimité, avec des immenses espaces, et qui travaillaient dans les usines de fabrication d'éléments pour les téléphones, les puces et tout le reste. Et le journaliste était horrifié en montrant que ces jeunes femmes vivaient de cette façon, travaillaient, sortaient peu, vivaient toutes ensemble, avec les mêmes rythmes, etc. Sauf que ces jeunes femmes en 2003, 2004, 2005, venues des campagnes du sud, et certainement de peu plus loin aussi, de la Chine centrale, se trouvaient 1000 fois mieux dans ces conditions que chez elles, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est parce qu'elles gardaient leur argent, elles gagnaient leur argent et elles gardaient leur argent, ce qui est évidemment le début d'autonomie et de l'indépendance. Et la deuxième raison, c'est qu'elles n'avaient pas la pression épouvantablement lourde de la belle famille. Ça, c'est vrai dans toute l'Asie. N'oubliez pas qu'encore aujourd'hui, on vous présente votre prétendant, et si vous ne le voulez pas, ça crée beaucoup de problèmes. Bon. Et donc, c'est une vision à court terme. Elles étaient 1000 fois mieux traitées dans ces conditions, elles pouvaient en tout cas être beaucoup mieux traitées dans ces conditions que dans la belle famille. Le deuxième exemple, il est beaucoup plus politique, beaucoup plus sensible. C'est la question archi-sensible du Tibet. En 1959, quand l'armée populaire de Chine a libéré le Tibet, la province du Tibet, terme qui est évidemment contestable, je le mets entre beaucoup de guillemets, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à ce moment-là, 59, même si le Tibet faisait partie de la Chine depuis 500 ans, le Tibet c'était une théocratie, uniquement gérée et gouvernée organisée par les grands monastères. Et tous ces grands monastères
utiliser de façon que nous, on aurait tendance à appeler esclavagiste, les enfants des familles tibétaines autour. Donc ce féodalisme-là, cet esclavagisme-là, il a été remis en cause par l'armée de libération populaire. Après, il s'est passé tout un tas de drames, et je ne l'ignore pas, mais je voudrais aussi qu'on soit prudent sur les idées reçues. Et pour lancer ma première notion très forte, je voudrais parler d'un exemple, le troisième et dernier exemple, beaucoup plus léger. Imaginez Shanghai en 1930, les grandes puissances sont là, les Anglais, les Allemands, les Français, bien sûr. On doit fêter, je ne sais pas très bien quoi, mais on doit fêter une victoire, une fête nationale, et les Allemands organisent un match de foot contre les Anglais. On invite évidemment les grands, ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, les grands féodaux, les puissants chinois. Et donc, pour la première fois de leur vie, 1928, 1930, je ne sais pas exactement la date, ces grands chefs militaires assistent au match de foot et comprennent absolument pas ce qui se passe. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, enfin qui dit aux Allemands ou aux Anglais qui organisaient le match, mais qu'on arrête ça, quoi. Qu'on donne le ballon à un ou à l'autre, et puis qu'on s'arrête là. Et c'est quoi ça sert? Cette histoire est racontée par un grand monsieur qui s'appelle André Chen, qui est un Marseillais, né de parents chinois à Marseille, polytechnicien, qui est aujourd'hui consultant auprès de la Chambre française de commerce à Pékin, et qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Pratique de la Chine. Et il raconte cette histoire, pourquoi? Parce qu'il développe toute sa première partie sur l'unité, sur le concept de l'unité. Et ce concept, il est plus que fondamental dans la culture chinoise. C'est ça qui compte. Si on ne comprend pas ça, je crois qu'on ne comprend rien à la Chine. Le concept a été repris éternellement, y compris aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on parle d'harmonie, une société harmonieuse, par les autorités politiques chinoises. C'est l'idée d'un ajustement sans rupture. C'est l'idée d'un ajustement sans conflit, de l'énergie naturelle, inépuisable. C'est le Tao. Et là, vous voyez un exemple de taoïste dans le musée de Liang. Cette notion est très difficile à comprendre pour nous les Occidentaux. Parce que nous, on oppose le recto et le verso, ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Les hommes et les femmes, le chaud et le froid, les parents et les enfants, la nuit et le jour, etc. etc. La Chine, ce n'est jamais l'un ou l'autre, mais c'est bien l'un et l'autre, de façon syncrétique, de façon inépuisable. Et cette énergie-là, elle est, à mon sens, le cœur de la Chine. Ce point a beaucoup d'importance parce qu'il va induire le respect des formes, le respect du protocole, le respect de la face. On ne peut pas rompre en Chine des réunions, ou en tout cas pas de façon claire, pas de façon visible, pas de façon, j'allais dire, avouée. Ça se passe évidemment, mais ça se passe de façon beaucoup plus tranquille. Alors, je fais une parenthèse, mais cette notion de l'harmonie, elle a été reprise aujourd'hui, non pas les dissidents, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a en Chine des dissidents au sens où il y en avait en Union soviétique au moment de la glasnost, mais les gens qui pensent un peu autrement, on va dire, qui en général sont plutôt isolés, se disent les uns aux autres, est-ce que tu as déjà été harmonisé? Alors aujourd'hui on dit plutôt, est-ce que tu as été invité à boire le thé? Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne pensez pas comme il faut, les responsables de quartier ou votre secrétaire du parti, de l'institution dans laquelle vous travaillez, vous invitent à boire le thé. Ça peut très mal se finir, comme ça peut se passer vite. Voilà pour mon préambule. Donc, une question, celle de l'altérité et des doutes, et une position de recherche et en tout cas d'humilité. Ça, c'est une réunion officielle au consulat où si vous n'avez pas en face de vous la personne qui correspond, si le consul n'a pas en face de lui le président de l'université, eh bien, il m'envoie en général, mais la réunion n'a pas lieu. Parce que ça ne peut pas se passer si on n'est pas rigoureusement au même niveau. Ça, c'est vraiment fondamental.
Je voudrais donc, maintenant je rentre dans le cœur du sujet, je voudrais donc parler de 3 fractures et de 3 mots-clés. Évidemment, j'ai fait des choix parce que le plan est court. Et ma première fracture, ça va être la Chine des jeunes et la Chine des vieux. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai dans beaucoup de lieux, mais c'est incomparablement plus fort en Chine pour les raisons que Alexandre a commencé à citer, parce que tout s'est passé tellement vite, avec une rapidité, je crois, inconnue ailleurs. Il faut bien comprendre qu'entre 40 et 50 ans, on va dire, la Chine a fait tout ce que l'Occident a mis 150, voire 180, voire 200 ans à faire. Alors tout c'est quoi? Je crois que c'est tout ce qui fait une société moderne. Je vais citer quelques points, mais la mécanisation de l'agriculture, par exemple, la création des voies de communication, ça a été absolument déterminant. L'émergence de grands centres urbains, et les centres urbains en Chine, c'est 10, 12, 20 millions d'habitants. L'accès à la consommation, bien entendu, le contrôle des naissances, la profonde remise en cause du rôle des femmes, de la place des femmes. Bref, tout a changé très très vite. Alors, dans une vraie brutalité, le fonctionnement social en Chine, c'est brutal, quoi qu'il en soit. La brutalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exproprie, enfin on met dehors des milliers de gens, enfin des millions de gens, quand on construit un barrage ou des barrages. Ça veut dire aussi que la pollution, tu en as parlé aussi, la pollution est massive. La pollution des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, ça c'est un problème absolument majeur en Chine, problème auquel les autorités s'affrontent vraiment, récemment, mais vraiment. Mais en même temps, cette profonde transformation sociale a laissé des traces que je ne peux pas appeler autrement que paysannes, des traces agricoles dans le monde d'aujourd'hui, qui sont quelquefois très surprenantes à retrouver. Parce que tout ça est allé si vite que ces traces, elles sont toujours là. Alors, ça c'est une gare, par exemple. Le TGV, il va en Chine absolument partout. Et les économistes considèrent que l'une des raisons du développement de la Chine, c'est cette force du réseau, du maillage chinois, avec des TGV qui ne sont pas les TGV français, qui sont plutôt allemands, mais il y a un tout petit bout de technologie française dedans. Les tensions sont donc très fortes entre, par exemple, le président Macron et le président Xi Jinping ont inauguré le musée Pompidou l'année dernière, à cette époque, à Shanghai. Donc vous avez des jeunes shanghaïens qui vivent à peu près comme des jeunes parisiens, et puis en même temps, vous avez des fonctionnements très anciens. Et ces tensions sont très fortes entre la Chine traditionnelle et la Chine contemporaine, on va dire. Je donne simplement quelques exemples. Quand vous accouchez de votre unique enfant, les choses ont changé en 2017, mais jusqu'à il y a très peu de temps, c'était un seul enfant. Toutes les jeunes citadines s'installent pendant un mois dans des endroits qui sont ni des cliniques, ni des hôtels, mais quelque chose entre les deux, enfin, si elles ont de l'argent, bien entendu, et passent un mois à faire la princesse. Je ne sais pas comment dire autrement. Moi, j'allais beaucoup voir mes jeunes collaboratrices ou mes collègues. Pourquoi? Parce que pendant toute la période précédant le changement, enfin les années 80, la Chine était évidemment éminemment paysanne, mais bien entendu, vous imaginez bien que les jeunes paysannes perdaient leurs enfants les uns après les autres parce que les conditions d'hygiène étaient catastrophiques. Donc, le seul et unique moment où les femmes avaient le droit de se reposer, c'était ce mois, mot à mot, on reste assis avec le bébé, on reste assis à sa maison avec le bébé, le fils. Le bébé, c'est forcément le fils. Il vaut mieux avoir des fils que des filles, en tout cas dans notre tradition. C'était une façon de donner un peu plus de chance à l'enfant. Donc, on présente son enfant aux voisins, aux parents, on lui donne un nom, il existe dans la communauté un mois après sa naissance.
Mais cette tradition, qui ne correspond plus à rien, évidemment, en termes d'hygiène, elle existe très fort aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait intéressant. Tout à fait terrible aussi de voir à quel point les jeunes femmes chinoises non mariées, passées 30 ans, sont maltraitées, ostracisées, enfin, et en gros épousent n'importe qui parce que c'est insupportable, la pression. On les appelle des branches mortes. C'est quand même très violent. Bon, ça c'est un accueil pour vous montrer aussi la modernité, c'est pas essentiel. Quand on accueille une délégation étrangère, les jeunes étudiants font ça. Ça c'est très intéressant, c'est le marché du mariage. Comme les filles en particulier, en Chine comme ailleurs, hein, les filles sont toujours des meilleures étudiantes, comme les filles ne se marient pas assez vite, ou ont du mal à trouver des maris, ou voudraient ne pas se marier du tout, les parents prennent les choses en main et font des annonces. Ça, c'est à Shanghai aujourd'hui. Alors, tout ça sont des annonces matrimoniales dans lesquelles vous avez l'âge de naissance, le signe, les caractéristiques physiques, physiologiques, les études, la taille, c'est très important, il faut être grande, pour essayer de trouver, faire un équilibre, encore une fois, et trouver la personne qui va bien correspondre. C'est un véritable marché. Pour conclure cette première partie, je voudrais simplement dire que pour les gens de, disons, entre 80 et 90 ans, il y a aujourd'hui en Chine une véritable nostalgie de ce qu'on appelait le bol de fer. Le bol de fer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'égalité rouge. Donc on parle aussi de nostalgie rouge. C'est le parti. Le parti décidait si vous vous mariez, parce qu'on parlait de mariage, quand vous vous mariez, avec qui vous vous mariez, quand vous avez un enfant, quand vous prenez des vacances, si vous avez des vacances, enfin à peu près tout. Mais pourquoi cette nostalgie est croissante? Parce que le sentiment d'inégalité sociale est aussi croissant. Et l'une des raisons des troubles chinois, c'est aussi ce sentiment vraiment très fort que certains peuvent tout faire. Et dans le tout, il y a 2 points très importants. C'est sortir de Chine, voyager, et s'assurer pour ces 2 jours. Et avoir un peu de sécurité pour la suite des aventures. Parce que ça, c'est un énorme problème. Les écarts entre les riches et les pauvres sont absolument monstrueux. C'est ce qu'on appelle l'indice Gini en économie. Donc ça, c'est vraiment, cette première fracture, elle est vraiment très importante. Et la deuxième fracture, qui n'est pas tout à fait surprenante, c'est évidemment, tu en as parlé un peu aussi, c'est la Chine des villes et la Chine des campagnes. Ça, c'est un marché aujourd'hui à Canton, dans le sud, mais on peut trouver la même chose dans le nord, en Mandchourie, où j'étais. Il faut savoir qu'en 1980, mes premiers voyages en Chine, 80% des Chinois étaient dans les campagnes. 80%. Bien sûr, 20% en ville. Aujourd'hui, on est à 45% dans les campagnes et 55% en ville. Mais dès demain, c'est-à-dire dans les 5, 6 ans, 8 ans à venir peut-être, on aura 20% de paysans, enfin de gens de la campagne, et 80% en ville. Ce qui veut dire que, et tu l'as dit aussi, ce qui veut dire que les banlieues sont absorbées sur des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. J'ai essayé de trouver, pour la conférence d'aujourd'hui, mais je ne l'ai pas trouvé, une photo très intéressante où on voit les moutons. La tienne était très bien aussi, mais on voit vraiment les moutons qui paissent. Et derrière, mais pas si loin, des immenses tours, mais immenses, parce qu'en Chine on construit très très en hauteur. Et on voyait très bien le choc, parce que c'était allé si vite que les moutons, ils n'ont pas eu le temps de partir. Quoi. Et ils sont là, mais ils sont presque dans les banlieues, ce que nous on appellerait les bars des banlieues. Alors, ce village absorbé a évidemment créé un énorme déplacement de population. Et le point le plus important là-dedans, c'est ce qu'on appelle les migrants, les travailleurs migrants, qu'on appelle souvent aussi les travailleurs flottants. Ces travailleurs flottants, aujourd'hui, évalués à presque 300 millions, 290 millions, ils parcourent toute la Chine, ce sont les migrants de l'intérieur, d'une certaine façon, mais aussi des citoyens de deuxième zone. Ils n'ont pas le droit de scolariser leurs enfants, ce
ce qui est évidemment très choquant, vous le voyez ici en pause de midi. Souvent, on les voit assis sur leur casque. Je n'ai pas trouvé cette photo, mais c'est une image que j'ai en tête. Donc ces travailleurs migrants, ils ne peuvent pas faire venir leur famille, ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Ils sont mal payés, ils sont mal formés, ils sont mal protégés. Chaque année, au moment du Nouvel An chinois, on raconte des suicides ou des tentatives de suicide avec des chiffres importants, parce que leurs droits ne sont pas reconnus. Ils dorment et vivent sur place, dans les chantiers, dans les immenses trucs qu'ils construisent, surtout les chantiers, vous les trouvez tout le temps. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de bidonville en Chine, mais il y a cette ségrégation sociale entre les Chinois de l'intérieur et les Chinois de la côte, parce que c'est essentiellement la côte qui a été développée aussi vite. Canton, Shenzhen, qui est à côté, Shanghai, les grandes villes, les grandes métropoles. Le nouveau Shanghai, bien sûr, Pudong, qui était un endroit quand je suis arrivée, c'était pas un village de pêcheurs, mais c'était quand même très 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 vide, et quand je suis partie, c'était Manhattan. Ces villes ont été construites par ces millions de migrants. Si ça vous intéresse, je vous recommande un très bon livre qui s'appelle La promesse de Shanghai par Stéphane Frère, c'est chez Babel, collection Babel. Mais de l'autre côté, le régime est traversé par une vraie discussion, un vrai débat là-dessus, puisque il y a un choix récent de développer les villes dites moyennes. Une ville moyenne en Chine, c'est 5 ou 6 millions d'habitants. Montpellier, c'est pas du tout une ville moyenne, ça compte presque pour du beurre. Et nous, ça compte pas du tout. Alors pourquoi il y a ce besoin, cette décision politique de développer davantage les villes moyennes? D'abord, il y a deux raisons. D'abord, pour que ces millions de gens se rapprochent des leurs, parce qu'encore une fois, quand vous êtes séparés par 5000 km de distance, vous rentrez au mieux une fois par an, et c'est aussi une façon d'éviter cet exode, des millions et des millions et des millions de gens et des routes complètement encombrées sur quelques jours, dans du Nouvel chinois. Ça, c'est la première raison. Et aussi, parce que la croissance est réellement ralentie. À l'époque, jusqu'en 2007-2008, la Chine a connu une croissance à 2 chiffres. Moi, je me souviens très bien du consul de Shanghai qui disait on est à 14% de croissance. Bon, évidemment, on peut voir venir les choses de façon un peu plus tranquille quand le pays grandit à 10%, 11%, 12%, 13%, 14% par an. Ça, c'est fini. C'est fini depuis 2007-2008. Aujourd'hui, on est péniblement à 6%. Ça, ce sont les chiffres officiels, mais c'est peut-être encore en dessous. Donc, les revenus des campagnes sont aujourd'hui 3 fois inférieurs à ceux des villes, mais la paupérisation générale, on va dire, ou la perte de croissance de façon générale est telle qu'il faut essayer d'écraser un peu la courbe, pour reprendre des termes qu'on utilise beaucoup en ce moment, et pour que les choses se répartissent un peu mieux entre ville et campagne. Avant de passer à ma troisième fracture, je voudrais aussi signaler un phénomène. Non, je n'ai pas fini là-dessus, pardon. Je voudrais aussi dire que dans les nouvelles. Tout ce qui se passe au niveau de l'État, il y a aussi toute une réflexion en ce moment, et ça c'est vraiment très très récent, depuis quelques mois, et ça a été évidemment développé par tout ce qui se passe autour du Covid, de la Covid, c'est la remise en cause de ce que les Chinois appellent l'économie informelle. L'économie informelle, c'est l'économie de marché, de petits marchés. C'est les coiffeurs dans la rue, c'est les dames qui vous font les ongles avec des conditions d'hygiène quelquefois un peu douteuses. C'est tout ce qui se passe sans, on va dire, sans avoir pignon sur rue de façon officielle. Mais cette économie, elle fait vivre des millions de gens. Alors, d'une part, le Premier ministre Li Keqiang voudrait la maintenir parce qu'il est parfaitement conscient que dans ce moment de crise et de perte d'emploi et de perte de revenus, il faut que les gens arrivent à survivre d'une façon ou d'une autre. Mais de l'autre côté, une autre branche au niveau de l'État travaille pour la réduction de la pollution, pour une meilleure traçabilité, pour une meilleure hygiène de façon générale. N'oubliez pas que les grands scandales qui ont touché la Chine dernièrement, c'est le lait contaminé qui a tué des millions d'enfants, pas des millions, qui a tué des centaines d'enfants, il y a eu des tas de scandales agroalimentaires. Et donc il y a une pression pour que l'État progresse.
impose plus de règles. Évidemment, tout ça, c'est lié à la protection de l'environnement. Donc, ça serait d'une certaine façon la fin de ce que nous, les Occidentaux travaillant en Chine, on appelait tout le temps la zone grise. La zone grise, c'est une notion essentielle si on veut travailler en Chine, c'est ni autorisé ni interdit. C'est entre les deux. Et donc il faut négocier sans arrêt, je vais y revenir dans quelques minutes, quand je parlerai de la gouvernance et de la façon de travailler avec ceux qui ont le pouvoir. Pour conclure, aujourd'hui à la campagne, on peut vivre dans des conditions plus que moyenâgeuses. Par exemple, en Mandchourie, où j'étais, que tu connais bien aussi, il fait quand même moins 30 en hiver, mais vous vivez sans salle de bain. Enfin, dans la campagne, bien sûr, dans la campagne. Et vous allez au bain public une fois par mois, aujourd'hui. Mais c'est des tout petites, je veux vexer personne, mais si je donne des équivalents, chez nous, ça serait Arfi ou des tout petits, ou d'autres lieux. J'ai rien contre Arfi. Je signale aussi, avant de passer à la deuxième fracture, je signale aussi un mouvement que je trouve très intéressant, qui est récent, qui est évidemment très marginal, mais qui existe. C'est cette espèce de retour à la campagne par certains jeunes urbains qui veulent privilégier ce que nous on appellerait la qualité de la vie. C'est très très marginal, mais c'est une tendance. Ce garçon, il a monté une salon de thé, voyage que j'ai fait avec Alexandre, que je remercie de m'avoir permis de voir ça. C'est un certain choix de ce que nous on appellerait la décroissance. C'est marginal, certes, mais ça existe. La dernière fracture, c'est la fracture entre la Chine du centre et je vais aller vite là-dessus, et la Chine de la côte est. Bon, j'en ai déjà parlé pas mal. Donc, ici, vous avez par exemple des paysans qui vivent sur le camp dans le nord, c'est-à-dire le seul endroit chauffé de la maison, c'est le lit qui est chauffé par des briques dessous. Et vous voyez qu'entre les jeunes urbains qu'on a vu tout à l'heure et ce type de couple, ça c'est dans le Shanxi, une province centrale, on est évidemment très très loin. Je me souviens aussi avoir reçu à Shanghai un groupe, on a imaginé un jumelage, un groupe de jeunes filles du Ningxia. Le Ningxia, c'est cette province aussi très, très à l'ouest. Peut-être vous connaissez Pierre Aski, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Journal de Mayan. C'est une jeune fille, un enfant, qui a vu passer des journalistes pour la première fois de sa vie, journalistes occidentaux, donc Pierre Aski, qui était à Libération à l'époque, et qui lui a couru après pour dire « je veux aller à l'école, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école, aide-moi ». Et elle a donné son journal, qu'elle tenait comme toutes les jeunes petites filles, et Pierre Aski a créé une association, enfin bon, il y a tout un truc, il a publié ce livre qui s'appelle Le Journal de Mayan, et aujourd'hui on aide ces filles à aller à l'école. Et nous, à Shanghai, on avait reçu des jeunes filles qui avaient 18 ans, mais qui en paraissaient 11, réellement, toutes petites, et je dirais pas peu nourries en tout cas. Et certainement avec des déficiences. Ça, c'était en 2005. Donc tout ça, c'est très très loin. Et ce gap, cet écart, il perdure malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, les 15 ans de développement de l'énorme réseau ferroviaire chinois. Et encore une fois, les économistes considèrent que ce réseau a été essentiel dans le développement de la croissance. J'aurais pu choisir d'autres fractures. Par exemple, on peut citer la fracture entre ceux qui voyagent, ceux qui sortent, ceux qui ont un visa, parce que ça, je me souviens avoir eu des discussions où je me suis fait un peu remettre en place, parce que mes amis chinois me disaient mais bien sûr que non, je n'aurai jamais de visa, mais comment peux-tu imaginer que j'ai un visa? Et pour moi, on voyage, parce que on vit comme ça. On a par exemple aujourd'hui en France 40 000 étudiants chinois, c'est très peu bien sûr, comparé à ce qui se passe avec les pays anglo-saxons. On a beaucoup de mal à avoir ces chiffres, mais il y aurait grosso modo 10, peut-être 15 millions d'étudiants chinois à l'étranger, avec beaucoup plus aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc. Ces étudiants, ces jeunes, quand ils rentrent, ils ont globalement des postes de pouvoir. Ils parlent anglais, tous, y compris les francophones. Parce que si on ne parle pas anglais, on ne fait pas d'affaires à un bon niveau. Bon. Ils ont vécu autrement, ils ont rencontré d'autres gens, ils ont d'autres façons de vivre. Donc on
jeunes qui glissent, parce qu'évidemment ils sont rentrés depuis X années, ils sont à certains postes de pouvoir un peu partout en Chine et qui peuvent contribuer à changer les choses. En même temps, 10 millions sur 1,4 milliard, bon, même s'ils ont des postes de pouvoir, on peut s'interroger là-dessus. On pourrait aussi, ça je veux le signaler, parler de la fracture entre la sphère publique et la sphère privée. Dans la sphère privée, par exemple, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un jeune chinois qui est allé pour ce qu'on a Didi. Didi, c'est le Uber chinois. Bon, il me dit c'est complètement la Silicon Valley. C'est exactement ça. On ne parle qu'anglais, même pratiquement entre chinois. Tout se passe sur l'informatique, enfin, c'est complètement numérisé. Enfin, bon. Et puis dans la même journée, il va rencontrer le gouvernement de la province, et là, c'est la réunion tout à fait formelle que j'ai montrée tout à l'heure, avec les tapis, tout le monde est assis devant la table, chacun a son thé, on prend la parole de façon extrêmement pas fossilisée, mais formalisée. Bon, et ça peut se passer dans la même journée. Donc la fracture entre la sphère publique et la sphère privée et la sphère publique, elle est énorme. Pour finir, sur les fractures, aussi un mot sur l'espace public et l'espace privé. La Chine, je l'ai dit, c'est brutal. Par exemple, le délit de non-assistance à personne en danger n'existe pas. Si quelqu'un tombe devant vous à vélo et vous avez le réflexe d'aller le ramasser, vos amis chinois vous disent non, surtout n'y va pas. Donc c'est un peu difficile ça à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'assurance et que dès que vous approchez de quelqu'un accidenté, vous courez le risque d'être impliqué et après ça peut aller très loin. Alors, il n'y a pas d'empathie du tout, on piétine, c'est la loi du plus fort en permanence. C'est-à-dire que les camions attaquent les voitures attaquent les vélos, les vélos attaquent les piétons et les piétons attaquent les vieilles dames. Enfin, j'exagère, mais quand il s'agit de monter dans un bus, c'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a jamais assez de place. Et de l'autre côté, il y a une énorme solidarité, une énorme empathie, un énorme soutien dans la sphère privée. L'amitié des Chinois, elle est indéfectible, elle est pour toujours. Le clan, la solidarité familiale et même clanique, elle est indéfectible. Il y a beaucoup moins de SDF, beaucoup moins de gens qui tombent dans la rue en Chine qu'en France. Parce que les solidarités familiales et au sens très large, fonctionnent très bien. Je passe à mes... Ah oui, je n'ai pas parlé de ça, c'est la solidarité autour des enfants et des écoles de province ou des écoles rurales. Vous voyez, il fait très froid et évidemment on n'est pas à Shanghai, on n'est pas sur ordinateur. Ça c'est dans le gap entre les fractures entre la Chine du centre et la Chine de l'Est. Le mot-clé qui m'intéresse, parce que mon temps passe, il y en a 3, la gouvernance. La gouvernance, ce terme fort, c'est l'économie socialiste de marché aux caractéristiques chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour aller vite, ça veut dire que le parti, 80 millions de membres, donc un Chinois sur 15, est tout puissant et contrôle tout, à tous les échelons. Dans n'importe quelle institution, une université, ce que je connais le mieux, mais aussi un hôpital, évidemment une municipalité, le secrétaire du parti est toujours plus puissant que le directeur de l'institution. Toujours, ça il faut le savoir. Et il faut bien comprendre que la terreur de Xi Jinping, enfin du régime chinois, c'est l'effondrement soviétique. Ça, c'est vraiment le contre-exemple majeur. Les Chinois ne veulent pas de ça. Et pour eux, la seule façon de maintenir l'unité de la Chine, c'est de maintenir le parti au pouvoir. Sinon, ça va se déliter et on aura les catastrophes soviétiques et la perte financière. Parce que mes amis chinois, ils disent toujours, ah, tu vois, les pauvres Russes, ils ont tout perdu. Et là, je parle d'argent, je ne parle pas des libertés, c'est encore une autre notion. L'idée de séparation des pouvoirs, c'est une idée étrangère à la Chine. Peut-être c'est encore une fois l'histoire de l'harmonie, on peut s'interroger là-dessus. Il faut bien comprendre que attaquer la Chine sur les droits de l'homme, ce qu'on fait en permanence, de façon plus ou moins habile, c'est insupportable pour les Chinois. Pourquoi ? Parce que ce que les Chinois et le pouvoir met en avant, c'est 70 ans de stabilité et de prospérité. 800 millions de gens sont sortis de la misère noire, vraiment noire, en une génération. Vous ne pouvez pas manger et aujourd'hui vos enfants
enfants vont à l'université. Donc, la notion que les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression, etc., ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire 100%, ça ne veut pas non plus dire 100%. Il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des choses à faire et on les fait. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. Mais le credo, le véritable mantra du gouvernement chinois, c'est pas de développement sans stabilité, et seul le parti peut assurer la stabilité. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. En 1978, par exemple, un seul chiffre, en 1978, les Chinois étaient plus proches que les Indiens, étaient plus pauvres que les Indiens, on compare souvent. Hein. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus riches. Et voilà, ça suffit. Donc le gouvernement chinois est suivi par les masses chinoises, massivement. Pas à 100%, bien entendu, mais massivement. Le modèle chinois, c'est le modèle autoritaire. Ça, il faut bien le comprendre. L'État est à la fois joueur et arbitre. Bien sûr que l'économie est hybride. Bien sûr qu'il y a un secteur public à côté d'un secteur privé. Et bien sûr que le secteur public est beaucoup plus contrôlé. Vous avez tous entendu parler des patrons rouges pour Baidu, Alibaba, Tencent, toutes ces grandes entreprises. Mais en même temps, le secteur privé se développe. Mais se développe de façon inquiétante. Par exemple, c'est aussi une histoire que j'ai connue, j'avais un ami étudiant ici, dont le frère avait monté une usine de vélo en Chine. Il y a déjà des années et des années, hein, c'est pas récent. Et donc le type, il fait, je vais dire n'importe quoi, il fait X vélos par jour, peut-être 40, je sais pas. Hein. C'est un héros du peuple, avec ses 40 vélos par jour. Et puis il en fait 45, ça commence à sentir le roussi, et puis il a fait 50, et 50 c'est un ennemi du peuple, un afro-capitaliste, il est trop riche. Et là tout va mal, il peut perdre son boulot, tout peut aller très mal pour lui. Comment on se sort de ça? Eh bien on s'en sort parce qu'on a des relations qu'il faut avec les gens qu'il faut. Et ça, c'est absolument fondamental. Je peux peut-être raconter, si j'ai encore un peu de temps, je vais quand même vous raconter l'histoire de l'escalier. Parce que ça, c'est vraiment une histoire tout à fait personnelle. Je vous montre la page. À Shanghai, à l'époque où je travaillais à l'Alliance française, c'était des années fastes, on a eu de plus en plus d'étudiants et donc on a développé l'école. Et en particulier, on a pris un étage au-dessus. Donc, quand vous avez plus d'étudiants, vous avez plus de contraintes et plus de règles. Et par exemple, il y avait un escalier qu'il fallait construire d'1,20 m ou d'1,50 m. Et c'était la fin de la réunion et je ne pouvais plus, je ne comprenais plus. J'ai un chinois fonctionnel, mais là on parlait de construction, de béton, de marche d'escalier, de sécurité, de tout ça. Et je fais ce qu'il ne faut jamais faire en Chine. Je dis à mon assistante, enfin mon amie chinoise, la directrice chinoise, je dis écoute, oui ou non, il faut faire cet escalier, oui ou non. Elle me dit Claire-Lise, c'est pas oui ou non, je ne peux pas le faire parce que là, c'est oui, non, comme ça. Et elle fait ça. Oui, non. On ne peut pas poser la question oui ou non, il faut faire l'escalier. On fait l'escalier si c'est on a des normes de 1,20 m, donc une autorisation, j'aurais dû commencer par là, ou 1,50 m, si c'est une construction. Mais si c'est une décoration, et là on fait un escalier de 1,20 m, on n'a pas d'autorisation à demander. Et ça dépend de quoi? Des liens qu'on a avec le secrétaire du parti. Ou le responsable de l'université, qui lui a des liens, parce que moi j'ai vécu une française et donc je ne comptais pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à comprendre au début. De l'autre côté, évidemment, la verticalité totale du pouvoir, elle bloque aussi des choses. Parce que ça tombe d'en haut, hein. Pas vraiment, les décisions horizontales sont très difficiles à prendre. Pour finir sur la gouvernance, bien sûr, absolument de façon incontestable, le resserrement idéologique est très clair depuis le deuxième mandat de Xi Jinping. Le premier mandat, pour mémoire, c'était 2012. Le deuxième, c'est 2017. Et comme vous savez, il a fait modifier la Constitution. Donc aujourd'hui, avant c'était 10 ans, aujourd'hui c'est sans limite. Donc la société civile, oui, elle est étouffée de façon absolument indéniable depuis les années 2010. Il y a très peu de place pour les minorités, de moins en moins. Je voudrais citer un article du Monde de Pedroletti du 17
septembre, donc c'est vraiment très récent, qui montre que les cousins chinois vont, peut-être vous l'avez lu, vont dans les familles ouïghours pour contrôler ce qui se passe dans les cuisines, dans les chambres, dans les maisons, en particulier pour que les femmes ne cuisinent pas de porc. Donc ça va vraiment loin, loin, loin. C'est sûr que la dégradation de l'image, j'en ai parlé un peu au début, la dégradation de l'image chinoise à l'étranger, elle est évidemment liée à la montée des tensions et même la montée des tensions militaires, États-Unis-Chine. Et donc il y a eu cette tournée du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, en France, en Europe dernièrement, mais ça ne marche pas. Parce qu'à la fois les Ouïghours, à la fois Hong Kong, ça fait un peu beaucoup, quoi. Et aujourd'hui, le renversement de perspective attendu par la Chine vers l'Europe, pour que l'Europe soit un peu plus favorable, ça a été un échec. Ce qu'il faut quand même dire pour Xi Jinping, c'est qu'il a construit sa popularité sur la lutte anticorruption. Ça, c'est aussi une réalité. Mais le problème aussi, c'est que quand vous bloquez, parce que pour construire un barrage, il faut donner 500 millions d'euros de GNI, et sur ces 500 millions, vous en donnez un ou deux aux maires, aux gens qui sont à côté, pour lancer les travaux. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner le million. Du coup, il n'y a plus de barrage. Du coup, l'économie s'arrête. Il y a des projets qui ne sont pas menés à terme à cause de ça. En conclusion de la gouvernance, j'insiste sur le fait que la Chine n'a aucun problème avec l'idée du développement sans la démocratie. C'est pas du tout problématique ça. L'idée admise par les sphères dirigeantes, c'est que la Chine crée son propre modèle. Le modèle occidental, c'est pas la référence. Et sur la question des droits de l'homme, au centre, encore une fois, c'est la question de l'unité. La figure du rebelle, la figure du dissident, elle n'est pas du tout valorisée. À la rigueur, vous avez l'ermite taoïste qui part à la montagne, qui médite, qui rêve, qui est ailleurs, mais le vrai intellectuel chinois, c'est le confucéen. Et le confucéen, il est au pouvoir, c'est l'homme sage, l'homme juste. Bon, je passe là-dessus. Vous avez bien compris que ce que je voulais dire, c'est que la sécurité était bien plus valorisée que la liberté. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Sur le développement, la pollution, ça va beaucoup mieux, mieux en mieux, chaque année. Depuis en tout cas 2016-2017, il y a une vraie progression. La définition, c'est que la Chine est un pays riche avec beaucoup de pauvres. Vous avez vu quelques exemples de l'écart. Là, je pourrais parler politique, économie, mais je ne vais pas vraiment le faire. Si on augmente le coût de l'argent, les projets s'effondrent, les projets locaux s'effondrent, donc les drames sociaux augmentent. C'est clair qu'il y a une obsession de l'argent et de la sécurité et de l'assurance dans toutes les familles, à tous les âges, les jeunes autant que les autres, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, quoi. Et que les familles se ruinent littéralement et tombent dans la misère parce qu'il faut soigner un vieux parent et qu'il n'y a absolument aucune autre prise en charge que l'argent privé. Quelques chiffres là-dessus. En 2019, c'est un article du Monde, mes sources, c'est un article du Monde là en octobre. En 2000, 1% des Chinois avaient 21% de la richesse. 1% avait 21%. Aujourd'hui, 1%, pas tout à fait aujourd'hui, mais dans les années 2010, 1% à 30% des richesses. Quand je parlais de société inégalitaire, vous voyez, ça se confirme. Aujourd'hui, on a à peu près 106 milliardaires contre... aujourd'hui on a 620 milliardaires, 620, contre 109 il y a 10 ans. Disons qu'en 10 ans, les milliardaires ont été multipliés par plus de 5. Ces milliardaires, ils ont fait leur fortune dans les nouvelles technologies, dans l'immobilier beaucoup, dans l'agroalimentaire aussi. Le budget militaire est évidemment énorme, il est renforcé tous les jours avec les conflits montants dans les mers du Sud, au Japon, aux Philippines, etc. Le développement, et ça je voudrais finir là-dessus aussi pour ce point-là, il induit évidemment des désastres, de véritables désastres écologiques fréquents, parce que tout va trop vite, que les conditions de sécurité ne sont pas assez fortes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces désastres écologiques sont, à mon sens, les seuls lieux de contestation du pouvoir, les seuls lieux de discussion, de débat. Ce qui ne me choque pas, parce que quand vos enfants meurent, parce que vous avez une usine à côté toxique, là, les gens se révoltent vraiment. Là, il y a vraiment une motivation et on prend tous les risques.
Et bien sûr qu'il y a des manifs en Chine, on n'en parle jamais, mais il y en a. Bien sûr qu'il y a des jacqueries dans les campagnes, il y a des grèves dans les villes. Sur les questions le plus souvent même pas de confort, mais de survie. Sur le bien-être, là, quand on touche aux enfants, les Chinois comme ailleurs, la lutte est sans limite, j'ai envie de dire. Bon, après je finis peut-être par le rêve chinois. Le rêve chinois, c'est que la Chine accède au rang mondial, et en 2049, il sera les 100 ans de création du Parti communiste. Donc, pour conclure cette partie-là, après j'ai plus qu'un seul mot, c'est une société traversée de très grosses tensions, profondément inégalitaire, fragile, mais aussi très ambitieuse. Et pour finir, je finis par cette vidéo. Je ne sais pas comment je mets la vidéo. Sur le nationalisme. Alors ça, c'est dans une école chinoise. C'est assez guerrier, vous allez voir. Tous ces jeunes Chinois chantent et disent « Je suis fier d'être chinois ». Et derrière, en arrière-plan, vous avez je suis fier d'être chinois. On peut passer. Et derrière, on peut passer. Et derrière, vous avez des succès, l'espace, les barrages. Enfin bon. Et elle dit la Chine est très forte, avec nos bras, on construira la grande muraille. Voilà. Ce nationalisme, il est partout. Et encore une fois, il s'appuie sur les deux piliers qui sont le développement et la stabilité. Bien sûr, ça coûte un prix. Et c'est aussi la restauration de la fierté nationale. Il ne faut pas oublier non plus les guerres de l'opium, les traités illégaux, cette profonde humiliation du peuple chinois. Donc pour eux, c'est aussi le retour à une puissance perdue. Et quand la Chine dit on est très fort parce qu'on a tout inventé dans le passé, c'est une réalité. La Chine a tout inventé aussi. Nous, on était encore dans la boue du Moyen-Âge, il ne faut pas oublier ça. Hein. Tout, l'encre, le papier, l'imprimerie, la porcelaine, plein de choses. Sous la dynastie Tang, 600, 900, jusqu'à 900 après Jésus-Christ, la Chine était le centre d'attractivité de tout le monde asiatique, jusqu'à la Perse, bien sûr le Japon, mais ça allait plus loin. Voilà, donc le tout fait un contrat social qui n'est jamais remis en cause et appuyé sur l'obsession de la stabilité et de la continuité. Sur les rapports avec l'Occident, je passe, je dis simplement que nous tous, on s'est trompés, en particulier avec Internet. Les Chinois ont un intranet qui fonctionne très bien. Ils ne savent rien. Quand vous parlez de Tiananmen, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas l'accès. Les rarissimes qui peuvent avoir leur presse étrangère, ce sont des gouttes d'eau dans cette masse. Les Ouïghours et Hong Kong, sauf même à Canton, ils savent très très peu de choses. L'intranet interne à la Chine fonctionne parfaitement bien. Et je conclus, de façon définitive, je promets, en disant que si on ne prend pas en compte ces notions absolument centrales que sont l'équilibre, qui est peut-être la notion la plus ancrée dans la culture confucéenne, même quand elle est reprise, la notion de place juste, l'homme juste, la femme juste, c'est celle qui est à sa place, qui est accordée au monde. Et c'est aussi une attitude intérieure, c'est une exigence par rapport à soi-même, tu en as aussi parlé. Le bon empereur, le bon dirigeant, c'est celui qui sait choisir les bons ministres. Donc ça, c'est une position profondément chinoise, être à sa place dans l'ordre naturel, mais aussi être à sa place dans l'ordre social, dans l'ordre du monde et dans l'ordre de la société. Tous mes amis, tous les gens de ma génération ont connu la faim. Quand ils avaient 5, 6, 10 ans. Alors évidemment, ça c'est dans votre corps, c'est des choses que vous n'oubliez pas. Plus évidemment les envois à la campagne, ce qu'on appelait la génération sacrifiée. Quelques-uns sont revenus, mais pas beaucoup. Donc ils ne feront pas de compromis, ces gens-là, parce que ce sont des survivants d'une certaine façon. Le ralentissement de la croissance, évidemment, fragilise la Chine, c'est vrai. Ça reste une puissance incontournable, fragile, innovante et profondément traditionnaliste, exaltant sans arrêt, et absolument partout, dès le plus jeune âge, la fierté nationale, mais aussi curieuse et traversée d'énormes tensions sociales. Donc c'est toujours ce balancement. Bon, je pourrais poursuivre, j'espère que je vous ai donné envie et le goût d'aller plus loin, pardon si j'ai dépassé un peu. Je vais commencer à
Merci Claire. Ce vaste panorama de la Chine contemporaine et les applaudissements manifestent en tout cas l'intérêt que nous avons dû à écouter. C'est manifestement un pays que tu aimes. Je ne parle pas au passé, parce que sans doute il retourneras-tu. Et on voit bien que dans la manière extrêmement subtile, fine et compétente avec laquelle tu as présenté le pays, tu connais ton terrain. Contrairement souvent à ceux qui ont fait un petit voyage ou quelques voyages et qui écrivent des articles, voire des livres, et bien là nous avons, je pense, une vision complète, nuancée, humble, tu dis au début, je crois que c'est vrai, mais tout à fait passionnante. Alors, je ne doute pas que vous ayez de nombreuses questions à poser à notre conférencière, donc tout de suite, je vous donne la parole. Moi, j'ai une question sur le système de santé. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de système de santé. Voilà, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Il y en a. Système de santé. Ça commence, il y en a un peu, il y en a de plus en plus. Alors il y en a, quand vous êtes riche, bien sûr, il y a des assureurs, il faut payer, bien sûr. Les gens qui ont très peu d'argent, ils ont un système minimal. Ça progresse chaque année. Il y a une sécurité sociale qui commence à se mettre en place. Ça faisait partie aussi de la réforme civique. Je veux dire une sécurité sociale publique. Les riches en parlent pas. Il y a peu de choses, mais ça avance. Et est-ce que les malades du Covid, suite à l'épidémie, comment ils ont été pris en charge? Ils ont été pris en charge. À Wuhan, au début, on n'a pas très bien su ce qui se passait. Il s'est certainement passé des choses terribles. On ne sait pas tout encore aujourd'hui, mais ils ont été pris en charge. On ne peut pas non plus dire qu'ils s'est rien passé. Jean-Pierre. Oui, à ce propos de la santé, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à un moment, sur la vision que nous, occidentaux, nous avons de la Chine avec nos standards et nos façons de parler. Et je voudrais vous donner l'exemple de la Covid. La Covid, beaucoup de gens disent, les Chinois, le régime chinois nous a caché les chiffres. Il est absolument impossible qu'il n'ait que 90 millions de cas et 4000 morts dans ce pays si vaste, etc. Ce qui est évident. C'est évident que ce n'est pas le chiffre. Mais on ne nous cache rien. On ne nous cache rien. À mon avis, c'est eux qui ne savent pas. Le régime, les autorités sanitaires nationales ne savent pas, parce que les autorités locales sous-déclarent pour ne pas être... Alors, voilà, je pense que c'est là la clé du problème, en définitive. Alors, c'est partiellement vrai. Tout ne remonte pas, mais beaucoup de choses remontent, parce qu'encore une fois, le parti a fait un maillage très sérieux, très sévère, d'une part. Et d'autre part, alors, on n'a pas les vrais chiffres, certainement, il y a eu plus de morts que ça, mais en même temps, il faut bien comprendre que la quarantaine en Chine, elle est radicale. Donc, ce que nous, on ne fait pas, c'est-à-dire que vous êtes en prison dans la ville, vous êtes dans la ville, et vous êtes dans la ville. Moi, j'aurais dû être en Chine, là, aujourd'hui, en octobre, mais j'y vais pas, parce que si j'y vais, je suis dans un hôtel pendant 14 jours, je ne peux pas mettre un pied dehors, ni pied ni patte. Si je passe la porte, ça sonne partout, et j'ai des flics qui arrivent, et je suis expulsée du territoire, et bon, c'est impossible. Donc, on a mis en quarantaine des villes entières, des villages entiers, des quartiers entiers, et la propagation, c'est quand même, a été stoppée aussi. Je ne dis pas qu'on ait les vrais chiffres, hein, je crois qu'il faut, pareil, il faut... Non, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on parle de la révolution culturelle de Mao? En tout cas, les jeunes savent rien. Pardon, juste, on termine sur cette affaire de Covid, parce que tu es... Oui, mais je pense qu'aussi il y a eu de la diffusion, et que dans le fin fond des campagnes, on n'a jamais su s'il y avait des gens, des morts, des machins. Et puis on a vu quand même que les médecins qui avaient déclaré les premiers cas, etc. Bon, donc on comprend quand même que les autorités locales aient de la réticence à donner les vrais chiffres, etc. Oui, le premier lanceur d'alerte, le docteur Li, il est mort. Il est mort, alors il est mort de la Covid. Oui, tout à fait. Mais il a été réhabilité par la Cour suprême. Mais c'est pour ça que tout change très vite. Très vite. Donc c'est vrai que les chiffres ne remontent pas, mais il y a eu des directives en disant les chiffres ne remontent pas assez, et maintenant ils remontent. Oui. Ça peut basculer, c'est pas comme nous. Nous, il faut qu'on consulte, c'est ça aussi, les pays autoritaires et les pays démocratiques. On a des instances de consultation qui prennent du temps. En Chine, on décide et paf, on y va. Oui. Alors, une toute autre question sur la révolution culturelle. Est-elle d'actualité? Est-ce que la révolution culturelle a laissé des traces? C'est autre chose.
Ah oui, c'est pas la même question. Oui. Les jeunes ne savent rien du tout. Quand on en parle, c'est des premières questions que j'ai posées. Les jeunes, je veux dire ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, plus, parce que c'est quand je suis arrivée en Chine en 2000, c'est les premières questions que j'ai posées à mes étudiants, il y en avait 20, ils ne savaient absolument pas ce qui s'était passé. Peut-être un peu plus aujourd'hui, parce que justement, c'est comme nous avec la guerre d'Algérie ou la libération, il faut que les générations passent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la littérature des cicatrices, ça s'appelle comme ça. Et il y a de plus en plus de romans, de fiction, d'histoires qui mettent en scène la révolution culturelle. Donc, un peu plus. J'ai vu dernièrement un film qui s'appelle Roi, qui a eu beaucoup de succès, Roi, je ne sais plus quoi, enfin, quand j'étais en Chine l'année dernière, qui montre une troupe de théâtre qui, juste à la fin, une troupe de théâtre de propagande, enfin, donc on en parle un peu, mais officiellement, on dit, oui, on en parle. Il y a aussi une position politique qui dit, grosso modo, c'était un accident, enfin c'était une erreur. C'est le fameux bilan globalement positif. Hein. On en parle peu, mais on commence à en parler un peu plus. À cette génération. Une question là-bas, et puis ensuite on va. Oui, madame. Bonjour, merci Karine pour ce bel exposé. Tu as parlé, je voudrais parler de quelque chose qui me touche beaucoup, c'est l'émancipation des femmes. Oui. Et donc tu as pris l'exemple de ce reportage que j'avais vu sur effectivement les chinois qui vivaient dans des conditions terribles. À nos yeux. À nos yeux. Et tu as en même temps parlé de ce mur-là que tu nous as montré d'affiches pour ces mariages arrangés. Donc je voulais savoir s'il y a une conscience féministe, entre guillemets, c'est un grand mot, peut-être, qui est en train de naître, et comment est-ce qu'il s'exprime? Oui, alors la réponse est oui, il y a une conscience féministe, mais plus ancienne que ça, mais j'ai envie de dire que les femmes reviennent de loin. Les Chinois disent, c'est ce qu'on appelle un proverbe, un Chinyu, avoir une fille, c'est comme nourrir le cochon de son voisin. C'est un peu violent quand même, parce que la richesse, c'est le cochon. Donc il faut avoir des fils dans la tradition chinoise, parce que la femme, ça compte pour du beurre, elle va partir avec la famille du mari, et elle va s'occuper des parents du mari, puisque dans la tradition, il faut s'occuper des vieux, puisqu'il n'y a rien d'autre. On aurait pu aussi parler de ça, de l'absence de prise en charge de grand âge. Bon. Donc, aujourd'hui, encore, il y a un déficit de naissance de petites filles, c'est vrai, parce qu'il y a eu des avortements, enfin des interruptions sélectives, de moins en moins, surtout que depuis 2 ans, on peut avoir 2 enfants. Les femmes prennent de plus en plus de pouvoir, mais elles le payent très cher. Moi, j'avais des étudiantes qui me disaient, je m'arrête, alors que je les poussais à faire un doctorat, parce que si je fais un doctorat, ce sera vraiment trop dur de trouver un mari. Parce que trouver un mari qui n'est pas de doctorat, c'est quasiment impossible. Il faut que ce soit l'unité. Et moi, je leur disais, on peut avoir un doctorat et un mari, mais c'est plus difficile. Donc, oui, elles reviennent de loin. Il y a beaucoup de bagarres encore à mener là-dessus. Mais ça fonctionne de mieux en mieux. André. Merci pour cet exposé. En tant qu'ingénieur conseil, j'ai travaillé pour des Chinois en Chine et j'ai aussi travaillé pour des Chinois aux États-Unis, à Singapour et en Indonésie. Dans ces 3 cas, j'ai entendu l'opinion suivante. Si la Chine était pratiquante de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs et de la liberté d'opinion, nous ne serions pas si nombreux Chinois vivant hors de Chine. Et ma question est la suivante. Savez-vous, parce que moi je ne le sais pas, combien y a-t-il de Chinois hors de Chine? Je sais que le chiffre est élevé, mais je n'ai jamais pu arriver à le découvrir. Non, je n'ai pas le chiffre parce que c'est très difficile à savoir. Il y a des gens qui restent, en particulier dans les couples mixtes, des gens qui restent en France 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui gardent leur nationalité chinoise et qui sont comptabilisés comme chinois. Bon, il y a les enfants, sachant que la Chine n'accepte pas d'avoir les 2 nationalités. Donc, j'ai pas de chiffres, non. Ce qui est certain, c'est que des grandes villes américaines ont des énormes, San Francisco, San Diego, ont d'énormes quartiers chinois, même le 13e à Paris, bien sûr. Mais un chiffre global comme ça, non, j'avoue que j'ai pas fait cette recherche. Je la ferai pour la prochaine fois. Merci. Isabelle. Merci beaucoup pour la qualité de votre exposé. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est quand vous dites qu'ils n'ont aucune information. Vraiment, ni de l'intérieur, ni de ce qui se passe dans le pays, ni de l'extérieur. Très peu. Il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de, je sais pas,
d'informaticiens de génie qui Ah, si, il y a des informaticiens de génie, bien sûr, mais ça reste, ça, il va pas le faire circuler. Il faut quand même vous rendre compte que quand, bon, moi je suis rentrée il n'y a pas si longtemps, on commençait déjà à parler des Ouïghours. Je regardais Télé5. Télé5 Monde, qui est le seul, quand vous êtes au fin fond de la Chine, vous avez envie de bien d'avoir un pélardon ou bien d'avoir une info française. Et dès qu'on parle, dès qu'on dit le mot Xinjiang, pouf, l'écran de la télé devient noir. Ah non? Noir. Et puis ça va pas. Après on vous dit, il s'est passé le match à Roland Garros. Et bon. Alors qui regarde Télé5 en Chine? C'est 0,000, c'est dérisoire. Mais même ça. Vous avez ce qu'on appelle les étudiants Wuma. Wu, ça veut dire 5, et Ma, c'est centimes. Les étudiants Wuma, c'est ceux qui épluchent les comptes, souvent WeChat, ou enfin c'est WhatsApp, c'est les Chinois. Et dès qu'il y a un mot interdit, le mot interdit, ça peut être Ouïghour, Tibet et tout ça, pof, le site ou le compte est suspendu. Il y a des milliers d'étudiants qui font ça. Et ils sont payés c'est pour ça qu'on les appelle les étudiants 5 centimes. Parce qu'ils touchent 5 centimes par. Bon. Donc le contrôle de l'information, il est total. Et je discutais avec le consul il n'y a pas longtemps de l'endroit quand je parlais avec lui, qui me dit mais c'est extraordinaire, il n'y a pas de mauvaises nouvelles en Chine. On cite toujours la réussite, les travailleurs modernes, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ou alors les catastrophes naturelles. Donc il y a très très peu d'informations, vraiment très peu. Et même à Canton et Hong Kong, c'est séparé par 20 km de mer. Même là, les gens savaient presque rien. Et du coup, c'est une société qui se développe complètement en dehors du monde, enfin du reste du monde, parce que c'est assez. Oui et non, parce qu'à la fois la France a une image très romantique, très positive, bon, le romantisme français. Le problème aussi, c'est que nous, les Européens, on n'a pas réussi à se présenter en ordre. Je n'ai pas parlé de la route de la soie, je l'avais préparé, mais je ne l'ai pas parlé. Bon. Si les Européens avaient présenté un front uni un peu plus construit, c'est sûr que l'ancrage, enfin, avec tout ce qui se passe dans la bagarre, dans la rivalité Chine-États-Unis, ça aurait pu profiter aux Européens. Mais il faut. Bon, l'Italie a accepté la route de la soie, c'est ce que nous on n'a pas fait. Et voilà. Oui, mais la Chine, c'est un continent. Donc ils ont pas. Quand je dis que le modèle occidental ne fait plus rêver, c'est ça. Peut-être encore une question, oui. On a toujours dit que la Chine n'avait pas de désir expansionniste ni impérialiste. Oui, c'est vrai. Quand on voit la manière à laquelle elle se développe en Afrique, est-ce que tu penses que c'est toujours juste? Je pense que c'est les routes de la soie, précisément. Au-delà de la route de la soie, Oui. par exemple, au Soudan, ils ont des terres. Oui, mais c'est un projet, à mon avis, on dit aujourd'hui c'est une initiative, un projet, c'est commercial. La Chine a besoin de terres rares, elle a besoin de terres aussi pour cultiver, elle a besoin de métaux, mais il n'est pas question de colonialisme, il n'est pas question d'envoyer des gens s'installer là, il n'a jamais été question de ça. Il est question d'y aller et de prendre pour prendre, peut-être, ou de travailler, de gagner d'argent en faisant au Laos, sur le Mékong par exemple, il y a de plus en plus de barrages, Laos, Cambodge, etc. Bon. Avec des tensions, parce que l'eau devient un enjeu. Bon. Mais pour moi, c'est pas, enfin pour moi, pour ce que je sais, pour les économistes ou les politiques que j'ai pu lire, il ne s'agit pas d'expansionnisme, il s'agit de commerce et de volonté de commerce, d'enrichissement, d'échange, mais pas de colonialisme comme nous on a pu aller en Afrique du Nord à une époque ou en Asie du Sud-Est. C'est pas ça. Voilà. Eh bien, merci infiniment de nous avoir initiés à la Selon la tradition, je vous offre le dernier volume des mémoires de notre académie qui vient de sortir et vous trouverez un petit peu une partie de la production de l'année passée. Et à laquelle nous espérons vous allez contribuer, puisque nous allons vous demander votre texte pour la publication du mémoire. Si vous le souhaitez, oui, bien sûr, il faut travailler. Oui, on vous enverra les consignes de publication. Voilà.